Bonjour, bonsoir les amis. Dans cette présentation, on va parler de conduite à tenir devant un syndrome coronarien aigu sans décalage segment ST. Donc, comme définition, le syndrome coronarien aigu est l'ensemble des manifestations en rapport avec une rupture d'une plaque d'athérome avec formation d'un thrombus à sa surface. Il existe deux types, le syndrome coronarien aigu avec décalage segment ST, le sujet de la présentation précédente, et le syndrome coronarien aigu sans décalage du segment ST, le sujet de cette présentation. Le CG est la pierre angulaire de diagnostic positif. C'est une urgence qui met en jeu le pronostic vital de patient. Donc, concernant le diagnostic positif, commence tout premièrement par l'interrogatoire où on cherche les facteurs de risque cardiovasculaire non modifiables, l'âge, le sexe, antécédents familiaux d'accidents cardiovasculaires précoces, modifiables HTA, diabète, tabagisme, dyslipidémie, obésité, insuffisance rénale chronique. Concernant la douleur au cours de syndrome coronarien aigu sans décalage segment ST, c'est une douleur qui est habituellement transitoire et typiquement angéneuse. Il existe quatre types de douleurs. On a ce qu'on appelle l'angor de nouveau, c'est un angor d'effort inaugural et apparu il y a moins d'un mois. On a l'angor crescendo, c'est un angor, bien une aggravation récente d'un angor jusqu'à là stable, qui survient depuis peu à des efforts moins importants ou bien il cède lentement après l'arrêt de l'effort ou la prise de trénitrine sublinguale. Le troisième type, c'est l'angor spontané prolongé de plus de 20 minutes. Elle est régressive soit spontanément, soit après l'absorption de trénitrine sublinguale. Le quatrième type, c'est l'angor qui survient dans les mois suivant un infarctus de myocarde. Les formes atypiques sont fréquentes, surtout chez les femmes, patients âgés et les patients diabétiques. La mise en évidence de terrain et l'absence d'une cause extracardiaque de douleur thoracique justifie d'évoquer le diagnostic. Ces douleurs atypiques peuvent être de type brûlure rétrosternale, douleur épigastrique, dyspnée, syndrome vagal ou autre chose. L'examen clinique au cours de syndrome coronarien aigu sans décalage segment ST, il est typiquement normal mais systématique. Il permet de rechercher une autre cause cardiaque ou extracardiaque de douleur thoracique. Il permet aussi de rechercher une autre localisation d'athérome, notamment souffle vasculaire, et il comprend la mesure tensionnelle aux deux bras. Il ne faut pas oublier donc dans toutes les urgences, de commencer l'examen clinique par l'évaluation des fonctions vitales, neurologiques par le score de Glasgow, hémodynamique, tension artérielle, fréquence cardiaque et respiratoire par la fréquence respiratoire. Le CG, comme on a dit, pierre angulaire de diagnostic positive, il doit être enregistré dans les 10 minutes suivant le premier contact médical avec le patient. Le CG, il est évolutif, dynamique au cours de syndrome coronarien aigu. Donc, sans décalage segment ST, on peut trouver un sous-décalage qui, pour être significatif, doit être supérieur à 1 mm dans deux ou plusieurs dérivations, comme vous pouvez voir dans cet ECG. Donc, un sous-décalage segment ST dans les dérivations antérieures. On peut trouver aussi un sus-décalage non persistant, transitoire, soit spontanément ou après l'administration de trénitrine, qui fait le diagnostic différentiel avec le syndrome coronarien aigu avec ce décalage segment ST. On peut trouver aussi une onde T inversée transitoire, comme vous pouvez voir dans cette ECG. Et des fois, on peut trouver un ECG normal, surtout lorsqu'il est enregistré en post-critique, sans exclure le diagnostic de syndrome coronarien aigu sans ce décalage de segment ST. Donc, devant la suspicion d'un syndrome coronarien aigu, il est recommandé d'utiliser un algorithme de dosage de troponine ultrasensible d'origine cardiaque dans l'heure de premier temps au cours de l'admission de patient, donc dès l'admission de patient,
pouvez répéter ce dosage une heure après. Donc cette stratégie, elle est la stratégie recommandée par défaut selon les dernières recommandations. Ça veut dire un dosage de troponine ultra sensible dès l'admission, puis à 1 heure. En alternative, il est recommandé d'utiliser un algorithme diagnostique par dosage de troponine dès l'admission, puis à 2 heures après. Et si ces dosages ne concluent pas, il est suggéré de garder le patient en observation et faire un 3e dosage à la 3e heure. On fait aussi un bilan biologique standard. On fait la radiothorax qui est systématique devant une douleur thoracique pour donc chercher les diagnostics différentiels ou la présence d'une cardiopathie préexistante. Le TT, il permet de rechercher une cause non ischémique d'une anomalie intercritique de l'ECG, comme donc l'hypertrophie ventriculaire gauche. Des fois, il est réalisé en urgence lorsque le diagnostic il est incertain, en particulier lorsque la douleur persiste et on n'a pas de changement ou bien des anomalies au niveau de l'ECG, à la recherche d'une dissection aortique, d'un épanchement péricardique ou une dilatation des cavités droites qui suggère une embolie pulmonaire qui peut se présenter par une douleur pseudo-angineuse. Les tests d'ischémie non invasive, notamment l'écho de stress et actuellement récemment l'IRM de stress chez donc les patients à bas risque. La coronarographie, donc c'est un test invasif, donc il est réservé chez les patients à haut risque ou à très haut risque. Actuellement, on ne parle plus des patients à risque intermédiaire ou élevé. Donc ou bien au cours de syndrome coronarien aigu sans sous-décalage de segment ST, la priorité est donnée aux stratifications de risque. Parce que lorsqu'on stratifie le risque, on va connaître qu'est-ce qu'on va faire plus tôt, donc ultérieurement la prise en charge exacte. Cette stratification de risque, elle est faite grâce au score de Grasse plus à des éléments cliniques biologiques et électrocardiographiques. Anciennement, on utilise les 4 niveaux de risque, bas, intermédiaire, haut risque et très haut risque. Actuellement, et selon les nouvelles recommandations de la Société européenne de cardiologie, on a 3 catégories de patients. On a les patients à haut risque, les patients qui ont un diagnostic de infarctus du myocarde sans élévation de segment ST établi, ça veut dire avec une élévation de troponine. Lorsqu'on a des changements dynamiques de segment ST ou de l'onde T, lorsqu'on a une arrêt cardiaque rétabli sans élévation de segment ST ou bien choc cardiogénique, ou lorsqu'on a un score de Grasse supérieur à 140. Et on considère les patients à très haut risque lorsqu'ils ont une instabilité hémodynamique, un choc cardiogénique, une douleur douleur thoracique réfractaire ou récurrente malgré un traitement médical, une arythmie qui engage le pronostic vital, lorsqu'on a des complications mécaniques de l'infarctus du myocarde, lorsqu'on a une insuffisance cardiaque aiguë relative ou syndrome coronarien aigu sans décalage segment ST, ou lorsqu'on a un sous-décalage segment ST supérieur à 1 mm dans 6 dérivations avec une élévation de segment ST dans FVR ou V1. Et finalement, on considère les patients à bas risque lorsqu'ils n'ont pas une de ces caractéristiques mentionnées dans les patients à haut risque ou les patients à très haut risque. Donc concernant la conduite à tenir thérapeutique après la stratification de risque, on va commencer tout premièrement par l'hospitalisation de patients en unité de soins intensifs cardiaques avec la mise en condition des mesures de réanimation lorsqu'on a un état de choc. Concernant les traitements médicaux de la phase aiguë, commence systématiquement par l'aspirine, une dose de charge de 150 mg en intraveineuse directe ou 150 à 300 mg per os, dose de charge.
puis 75 à 100 mg par jour. Et on associe à l'aspirine un inhibiteur de la pompe à protons, exemple oméprazole, pour prévenir les gastrites. On associe avec l'aspirine un inhibiteur des récepteurs plaquettaires, P2Y12, en absence de contre-indication et en tenant compte de risques ischémiques et hémorragiques. Préférentiellement, on utilise le prasugrel ou le ticagrelor. On utilise le clopidogrel seulement lorsqu'on a des contre-indications, intolérance à ces deux inhibiteurs des récepteurs plaquettaires, ou bien ils ne sont pas disponibles. Donc on utilise le prasugrel, donc une dose de charge de 60 mg par os, puis 10 mg par jour. Si on utilise le ticagrelor, on utilise une dose de charge de 180 mg par os, puis 90 mg deux fois par jour. Le clopidogrel, on utilise 600 mg par os comme dose de charge, puis 75 mg par jour. Cette dose de charge, il n'est pas recommandée chez les patients qui vont bénéficier d'une intervention coronaire percutanée en urgence. Ça veut dire cette dose de charge, elle est donnée chez les patients qui ne peuvent pas bénéficier d'une intervention coronaire en urgence et nécessite un transport vers un centre de coronarographie qui va retarder la prise en charge. L'anticoagulation, elle est recommandée chez tous les patients en tenant compte de risques ischémiques et hémorragiques dès le diagnostic et en particulier au moment de la réalisation des procédures de revascularisation. De préférence l'héparine non fractionnée, donc un bolus de 60 à 70 unités internationales par kilo en intraveineuse directe à ne pas dépasser les 5000 unités internationales, puis 12-15 unités internationales par kilo par heure en intraveineuse, à ne pas dépasser les 1000 unités internationales par heure avec un objectif de TCA de 1,5 à 2,5 fois la normale. L'héparine de bas poids moléculaire, l'énoxaparine, elle peut être considérée chez les patients qui sont déjà traités par l'énoxaparine en sous-cutané. Le fondaparinux avec le relais par l'héparine non fractionnée au moment de la réalisation de l'intervention coronaire percutanée chez les patients qui ne peuvent pas bénéficier d'une intervention coronaire percutanée en urgence et nécessite un transport qui va dans un transport retardé. Donc on peut utiliser cette alternative de fondaparinux et relais avec l'héparine non fractionnée. Donc le délai de 72 heures, 24 heures, il n'est plus utilisé. Actuellement, selon les nouvelles recommandations, donc il est recommandé d'utiliser une stratégie invasive comprenant une coronarographie suivie d'une angioplastie si les patients sont au risque dans les 24 heures et une stratégie invasive de revascularisation dans l'immédiat chez les patients à très haut risque dans les 2 heures, ce qu'on appelle la stratégie NSTOMI, ça veut dire qu'on va les prendre en charge comme les patients avec un syndrome coronarien aigu avec susticalage du segment ST. Donc les patients avec bas risque, on va utiliser une stratégie invasive, mais après la réalisation de recherche d'ischémie non invasive ou une étude de l'anatomie coronaire par méthode non invasive par coroscanner. La réalisation de pontage coronaire il peut être indiqué chez les patients qui ont une lésion de tronc commun ou bien une atteinte rétroanculaire, en particulier lorsqu'on a un dysfonctionnement de ventricule gauche ou lorsqu'on a des patients diabétiques. Concernant le traitement associé, un traitement de sortie, on a les bêta-bloquants qui sont réservés aux patients avec insuffisance ou bien un dysfonctionnement ventriculaire gauche avec insuffisance cardiaque et une fraction d'éjection ventriculaire gauche inférieure à 40%.
Les bêta-bloquants à long cours sont recommandés chez les patients avec antécédent d'infarctus du myocarde, avec au sens décalage du segment ST, pour diminuer la mortalité globale et cardiovasculaire. L'antiagrégation, sauf contre-indication et en tenant compte de de risque hémorragique et ischémique et la présence en nom de la fibrillation atriale. Donc on donne l'aspirine AV et un inhibiteur des récepteurs plaquettaires un an. C'est la stratégie par défaut. Les statines à des doses élevées pour un objectif d'LDL cholestérol inférieur à 55 mg par décilitre. Inhibiteur de l'enzyme de conversion ou antagoniste des récepteurs de l'angiotensine 2 lorsqu'on a une contre-indication aux inhibiteurs de l'enzyme de conversion. Elle est recommandée chez les patients avec une fraction d'éjection ventriculaire gauche inférieure à 40%, chez les patients diabétiques ou avec insuffisance rénale chronique. Aussi, on peut considérer les inhibiteurs des récepteurs minéralocorticoïdes chez les patients avec une fraction d'éjection ventriculaire gauche inférieure à 40%. Il ne faut pas oublier de corriger les facteurs de risque cardiovasculaire et aussi assurer une réadaptation cardiovasculaire pour intégrer le patient socialement et professionnellement. Donc, comme conclusion, le syndrome coronarien aigu sans décalage du segment ST est une urgence. Donc, la priorité est donnée à la stratification de risque pour décider la prise en charge ultérieure. Donc, chez les patients à très haut risque, donc une réalisation immédiate d'une intervention coronaire percutanée avec à ne pas dépasser les 2 heures. Dans les 2 heures. Chez les patients à haut risque, là, on doit faire une coronarographie et une angioplastie dans les 24 heures. Et chez les patients à bas risque, donc après la réalisation des tests d'ischémie non invasive ou l'étude de l'endomie coronaire par coroscan, on peut réaliser selon les cas une stratégie ou bien la coronarographie et l'angioplastie. Et je vous remercie.